Oui, ouais. Bonjour à tous, donc Stéphanie Pelatra, je me présente rapidement, j'ai créé et donc voilà, l'idée c'était de vous présenter un peu au travers de l'histoire de Respicolitane que j'ai créée fin 2007, comment on a eu deux vies, et donc on va le faire de manière assez séquentielle sur un timelapse de 2008 jusqu'à aujourd'hui 2015. Comment on a changé le business model, et au départ on faisait un logiciel de gestion de réserve pour les restos et on est passé à une carte de membre qu'on distribue en B2B, donc absolument rien à voir même si c'est le même secteur. Donc quand j'ai créé Respicolitane en fin 2007, l'idée c'était au départ de faire un logiciel de gestion de réserve pour les restos, de créer ce qu'on appelle un open table français. Donc à l'époque on pouvait tout réserver en ligne sauf un restaurant, il y avait un vrai marché. On crée ce logiciel, on lève des fonds, deux fois, une première fois 500K et une deuxième fois 1 million, auprès d'un pool de super business angels. On avait des super coupures de presse, on arrivait à targeter les meilleurs restos. Le premier client c'était le Georges V à Paris, le deuxième c'était le groupe Elior, donc on se dit qu'il y a un vrai potentiel. Mais force est de constater qu'entre 2008 et 2011, c'est un échec qu'on n'a pas vraiment vu venir. Alors, finalement, on a pu, avec le recul, ça s'analyse assez facilement parce qu'au bout de 3 ans, on faisait encore 150 000 € de chiffre d'affaires par an et on perdait à peu près 1,7 million en pertes cumulées. Finalement, l'un dans l'autre, quand on regarde les chiffres, c'est assez évident. Mais au jour le jour, et c'est ça qui est assez difficile finalement dans la vie d'un entrepreneur, c'est compliqué de réaliser qu'on fonce vers l'échec. Pourquoi c'est compliqué? Parce que la vie d'un entrepreneur, c'était de chaque jour une super nouvelle. Et chaque jour, une nouvelle de merde. Et c'est normal, et ça continue, et c'est encore le cas aujourd'hui. Mais quel est le moment où finalement les mauvaises nouvelles prennent le dessus et doivent vous faire réagir en tant qu'entrepreneur? Donc on travaille pendant 3-4 ans sur le business model, on recrute les meilleurs développeurs, les meilleurs commerciaux, on arrive à avoir les meilleurs restos. Mais le problème, et ce qu'on n'avait pas réussi à analyser, c'est finalement sur le mass market, donc le mass market des restaurants, c'était impossible de les informatiser, impossible de leur mettre un logiciel, et on faisait tout un boulot d'évangélisation plus que de commercialisation. Et à quel moment est la limite de trop d'évangélisation et il faut que j'arrête? Je pense que la limite, si avec le recul, je devais dire voilà, qu'est-ce qui pour nous a été déclencheur, la vraie limite, c'est l'essoufflement qu'on va ressentir auprès de son équipe. Parce que pendant ces 4 ans, on a essayé plein de manières différentes de targeter nos restos, on a essayé plein de manières différentes de distribuer le produit, plein de manières différentes de réussir à créer une sorte d'engouement auprès de notre communauté. Et à chaque fois, on sentait que ça prenait un tout petit peu, mais rien qui décollait vraiment. Et donc l'équipe, qui était assez fidèle là depuis 2, 3, 4 ans, j'ai senti que de leur côté, il y avait un vrai essoufflement, et finalement du mien aussi. Et l'événement déclencheur, c'est quand à la porte, toc toc toc, tous les matins ça sonnait, et une fois c'était l'huissier, parce qu'on n'avait pas payé des charges pour ça parce qu'on n'avait plus d'argent, et le lendemain c'était le facteur parce qu'on n'avait pas payé des fournisseurs parce qu'on n'avait plus d'argent. Et le lendemain c'était l'huissier, et le lendemain c'était le facteur avec un recommandé. Donc ça a priori, alors c'est un petit peu tard, mais c'est le vrai événement qui fait qu'on s'est dit, bon, on arrête et il faut qu'on change de modèle. Comme je vous le disais, on avait essayé plusieurs fois de travailler sur d'autres choses, ce qui fait qu'à cet instant-là, donc c'était en 2012, on s'est dit là maintenant, on passe à autre chose et on repart à zéro. C'est que du jour au lendemain, on a posé tous nos crayons sur ce qu'on faisait pendant les 4 premières années. On n'a plus contacté ces clients-là, on leur a proposé notre soft gratuitement, on pouvait assurer le support, mais plus de vente, plus de facturation. On a tout arrêté du jour au lendemain. On s'est donné 48 heures pour créer un nouveau produit, 6 semaines pour le lancer, et on avait 3 mois pour être rentable. Donc on était sur un espace-temps qui était hyper short. Alors d'une part parce qu'on n'avait pas vraiment le choix, parce qu'en effet on n'avait plus de cash. Et on s'est vraiment dit, il faut que chaque jour doit avoir sa to-do list pour l'équipe. Donc on va réorganiser l'équipe, on va réinventer un produit, on va réinventer une manière de distribuer. On est parti du constat suivant. Premier constat, le secteur de la restauration, c'est un secteur qu'on connaît hyper bien. Donc apprendre à se connaître, pour moi je pense que c'est un des clés de succès, de savoir, un, le secteur sur lequel on peut évoluer, et deux, donc apprendre à se connaître, c'est un vrai sujet important aussi, parce que moi, je me suis rendu compte à ce moment-là, dans le fond, j'étais plus une commerçante que juste une très bonne e-commerçante. Et j'ai un côté assez épicier,
Et finalement, il faut aussi faire, je pense, avec sa personnalité quand on est entrepreneur. Donc l'idée, quand on s'est dit on change de modèle, c'était de créer un produit physique, un support physique, parce que s'il fallait qu'on descende dans la rue pour le vendre, il fallait qu'on aille dans des kermesses, il fallait qu'on aille dans des foires, il fallait qu'on aille plein de trucs, on avait besoin d'un produit physique pour réussir à sauver la boîte, parce qu'on était vraiment dans une notion de sauver la boîte. Donc on se dit que secteur de la restauration, on connaît bien. Produit physique, il faut qu'on trouve un support pour pouvoir distribuer un produit. Qu'est-ce qui cartonne à ce moment-là? Les bons plans resto, avec des sujets comme la fourchette, les bons cols, les bons cadeaux. Deux problématiques qu'on analyse. Donc là, c'était vraiment un travail qu'on a fait pendant 48 heures, de se poser de manière hyper pragmatique avec juste des feuilles A4 blanches. Les problématiques à ce moment-là sur le marché, un, pour les restaurateurs, c'est assez dévalorisant d'être associé uniquement à un pourcentage de réduction. Et deux, pour le consommateur, l'expérience client n'était pas toujours 100% optimale. C'est pas malade tous les jours, des coffrets qui se périment, j'imprime un voucher un peu cracra pour aller au resto. Donc une expérience client qui n'était pas ce qu'on dit aujourd'hui sans couture. Donc à ce moment-là, on s'est dit on va créer une carte de membre, produit physique, qui va permettre d'aller plus souvent au resto, de mettre plus de resto dans sa vie, parce que c'est un vrai sujet émotionnel qui touche tout le monde. Et le bon plan resto, on va le twister différemment. On ne va pas proposer moins 50%, on va proposer un repas offert directement début d'édition à chaque fois qu'on va au restaurant. Donc c'est que du rewarding, c'est qu'une autre manière de le présenter, mais l'idée ça a été de partir sur ce produit-là. Business model, aucun commissionnement auprès des restaurateurs, donc on discute complètement le marché, parce qu'aujourd'hui tous les acteurs, que ce soit d'ailleurs dans l'hôtellerie ou dans la restauration, prenaient des commissions auprès des partenaires, que ce soit des restos ou des hôtels. Et là on s'est dit, ce qu'on va proposer, c'est finalement une expérience client, et on va faire en sorte qu'elle soit merveilleuse, et elle sera payante. Donc c'était un vrai pari, parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était absolument pas le cas. Mais je suis convaincue que les gens sont prêts, et moi la première en fait, on est prêt à payer peut-être un tout petit peu plus cher, mais juste pour avoir une expérience hyper chouette. Et on s'en rend compte par exemple pour les fans de musique. Vous avez la possibilité d'avoir toute la musique sur votre téléphone en téléchargeant des titres sur des plateformes illégales, etc. Et vous pouvez vous constituer un répertoire de 5000 morceaux sans aucun problème. En revanche, si vous êtes vraiment fan de musique et que vous avez envie d'avoir une belle expérience, vous allez prendre un abonnement à Deezer, à Spotify, parce que votre expérience compte. Donc on est parti de ce principe-là finalement aussi pour l'expérience que les gens voulaient vivre au restaurant. Donc là, en 48 heures, on set up le produit et on se dit ok, on part là-dessus. Comme je vous le disais, on était en train de cracher la boîte, on n'avait plus le cash. Et là, on est parti sur une idée assez simple, finalement, c'est de se dire comment on va faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 12 mois. Alors pendant les 5 premières années, j'ai dû faire, je pense, à peu près une quarantaine d'Excel, à tirer les lignes dans tous les sens, et je vous promets qu'à chaque fois, même dans les worst case, à the end, c'était OK. Sauf que la réalité, c'est que ça n'a jamais été le cas sur les premiers Excel. Donc là, on a procédé complètement en sens inverse. On s'est dit, on ne va pas faire d'Excel. On va dire qu'on veut faire 1 million de chiffre d'affaires en 12 mois. Parce qu'en plus, j'en pouvais plus de faire juste 150 000 euros. Le million, alors que ce soit en user d'ailleurs ou en chiffre d'affaires, c'est un vrai chiffre hyper symbolique. 1 million de CA en 12 mois, c'est 80 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et c'est 2 500 euros de chiffre d'affaires par jour. Et quand on ramène ce million d'euros finalement à un chiffre d'affaires journalier, ça permet tout de suite de se poser les bonnes questions sur comment je vais le distribuer. Est-ce que j'ai un marché? Est-ce que mes axes de distribution d'ailleurs auxquels j'ai pensé sont les bons? Qui vont être mes targets? Qui est prêt à payer, etc. Donc là, on se dit, ramener par jour, ça fait 2 500 euros de chiffre d'affaires par jour. Est-ce qu'en B2C, sur un produit qui coûte en moyenne 50 euros, je suis capable d'aller faire 2 500 euros de CA par jour? Ceux qui pensent que oui, lèvent la main. Personne. Voilà, c'est ce qu'on s'est dit. Donc l'idée de partir en B2C, quand en plus on avait moins de 200 cartes dans les caisses, c'était une très mauvaise idée. Donc l'axe de distribution B2C, on l'oublie. Qui potentiellement a un peu de sous? Du B2B. Donc on va aller vendre le produit auprès des entreprises. Et c'est comme ça en fait qu'on a développé tout un nouveau marché, où la carte de vente Restopolitane avec ces fameux repas offerts, on s'est dit on va aller targeter les entreprises. Donc finalement je suis plus sur 30 jours entre guillemets de chiffre d'affaires, je suis que sur 20 jours ouvrés, parce que des commerciaux qui vont vendre aux boîtes que sur les jours ouvrés. Donc finalement l'objectif de CA, il est de 4 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Et à partir de là, ça fait 80 cartes Restopolitane à 50 euros vendues par jour. Comment je fais? Et c'est la question, on avait juste un seul chiffre avec mon équipe en tête pour réfléchir. Comment on fait pour vendre tous les jours 80 cartes?
qui on peut aller voir, quel argument on peut trouver, c'est quoi la proposition de valeur. Et vraiment, juste avec ce chiffre hyper simple qu'on avait accroché en énorme dans le bureau, on s'est dit comment on fait pour vendre 80 cartes par jour. Ben, c'est tout con, mais 80 cartes par jour, c'est 1 million d'euros de CA. Et après, ce qui est intéressant, c'est aussi, parce que l'idée, c'est pas de juste rester le nez dans le guidon, c'est de se dire, et si demain je vais en faire 10, si demain je vais faire 10 millions, est-ce que 800 cartes par jour, c'est vendable? Sur d'autres targets, avec d'autres arguments, d'autres utilisations du produit, parce que par exemple, au départ, on s'était dit, on va le vendre auprès des comités d'entreprise. On va le vendre aux boîtes pour la réduction de notes de frais. Donc c'était les premières idées qu'on a vues. Mais quand on s'est dit, comment est-ce qu'on peut faire pour en vendre 800 par jour? C'est là où il y a d'autres idées qui arrivent à naître. Et finalement, c'est une manière de faire réfléchir aussi bien son équipe que soi-même en tant qu'entrepreneur sur comment on peut réussir à changer de modèle, à se focuser juste sur un chiffre. Et j'insiste vraiment sur ce point parce qu'en tout cas pour nous, ça a été vraiment salvateur. Alors, c'est pas ce que j'appelle un peu le succès du siècle, mais en tout cas en 2 ans et demi, 3 ans, on a réussi, quand on regarde ce qu'on faisait en 2012, on a réussi à faire un peu plus de 8 millions d'euros et d'avoir un résultat net supérieur à 30%. Donc finalement, on a eu raison de changer de modèle, parce que clairement on ne s'en serait pas sorti, de se reposer les bonnes questions et d'être sur des to-do list hyper courtes par jour. En tout cas pour nous, c'est la manière dont on avait procédé et qui a priori avait été la plus pertinente. Donc j'en reviens juste sur ce chiffre, qui est le fameux million. Et je parle aussi bien en termes de chiffre d'affaires qu'en termes d'utilisateurs, parce que ça peut être pareil si on est sur un lancement de produit hyper innovant, et que je cherche plus à écrire d'utilisateurs, mon sujet, ça va pas être le chiffre d'affaires, ça va être les utilisateurs actifs, et comment je fais pour avoir tous les jours 2500 utilisateurs actifs. Ou je commence par 250, et après 2500. Mais en tout cas, à partir du moment où toute l'équipe est focusée juste sur un chiffre, pour nous, et je vais revenir après juste en synthèse là-dessus, ça a été, je pense, le facteur clé de succès. Donc on en revient. Les 3 points. Est-ce que juste à partir de là, vous avez des questions? Si on a une ou deux. Les 3 points à retenir. 1, les indicateurs alerte à suivre. D'après l'expérience que nous, on a pu avoir avec Ristopolitan, les indicateurs clés, c'est 1, obligé de sans cesse relever des fonds, mais relever sur un modèle qui ne marche pas déjà, pour chercher son modèle. Donc lever des fonds pour chercher son modèle, c'est bon indicateur pour se dire qu'on n'a pas trouvé, et avant de lever des fonds, il vaut mieux d'abord se bouger de manière hyper frugale pour essayer de trouver le bon business model. 2, l'indicateur clé et l'alerte à suivre, c'est l'essoufflement de l'équipe. Quand on sent qu'il y a un tout petit peu moins de motivation à venir bosser le matin. Les facteurs clés de succès chez nous, ça a été d'avoir un seul chiffre en tête. En l'occurrence, c'est 80 cartes à vendre par jour. Et comment on fait pour vendre 80 cartes Ristopolitan par jour? Donc j'ai mis facteur clé au pluriel, mais en fait on a qu'un. C'est juste de rester focus, d'arrêter. Quand on se dit à un moment je change de business model, c'est je laisse complètement de côté le premier que je pouvais avoir en tête, et vraiment de réussir à 100% à poser le crayon sur ce qu'on fait. Et je me répète là-dessus, nous sur les 4 premières années, on a essayé plusieurs fois de pivoter, de créer des groupes, des restos, de créer plein de trucs, mais on avait un peu le cul entre 2 chaises. Et le cul entre 2 chaises, pour un moment changer de modèle et que ça marche, c'est impossible. Donc un des vrais facteurs clés de succès aussi, c'est de se dire je change, j'arrête ce que je faisais avant et je prends le pari. De toute manière, la vie d'un entrepreneur, c'est uniquement un pari, le jour de faire, c'est pas mon problème. C'est de prendre le pari d'arrêter à 100% ce qu'on fait, avec ce chiffre en clé, ce chiffre en tête. Et enfin, les next steps, et donc une fois de plus, je reprends l'exemple de Ristopolitan, c'est jamais gagné d'avance. C'est jamais gagné d'avance parce qu'en effet, la première année, on a réussi à faire notre million d'euros, la deuxième, on en a fait 2, la troisième 3, mais comment maintenant on fait pour en faire 10 et pour en faire 20. Donc finalement, c'est aussi ça le truc entre guillemets d'entrepreneur, c'est de réussir à se réinventer sans cesse, sans forcément changer de modèle, et de garder cette agilité qu'on a eue le jour où on a changé pour réussir à se réinventer. Voilà. Merci beaucoup. Si vous voulez justement terminer la conférence, on va faire une seule question. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Oui, moi j'en aurais une. Comment est-ce que vous avez adressé les clients que vous aviez sur le premier modèle? Vous avez fait quoi? Vous leur avez dit au revoir? On leur a dit, a priori, on va changer de stratégie. On ne va pas vous planter. Le logiciel que vous distribuez aujourd'hui, pour vous facturer 90 € par mois, on vous l'offre. Si vous avez besoin de support, on est là. Mais on vous offre à tous le logiciel.
Donc vous allez pouvoir bénéficier gracieusement du service qu'avant on devait payer. Comme on était sur un mode SaaS, dans le fond ça ne coûtait pas très cher en début pour nous. Il n'y aura plus d'évolution